jërë ngeen jëf mbokk yi am nañu mbégte ànd ak yéen ci suñu télévision G5 TV ngir nag débriefer li nga xam ni moom mooy Coupe d'Afrique des Nations de football tey nag ñu am chance su toog ak koo xam ni c'est un témoin des faits depuis 2007 mu ngi liggéey ci haut niveau footballu Sénégal nekk ki nga xam ni nekk na ñaari yoon champion d'Afrique di le directeur technique Mayacine Mar nangul ñu génnee ko ci noppalu bi après la belle prestation fële au Maroc waxtaan ak ñun alors mon très cher bonjour maa ngi lay ziar. Bonjour Malal et bonjour également aussi à tes internautes. Les internautes et les téléspectateurs. Et téléspectateurs, effectivement. Merci. Ouais. Alors, on est au lendemain du sacre du Sénégal. Vous êtes témoin oculaire parce que vous étiez dans la tanière di dund de l'intérieur li nga xam ne moom mooy le travail de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, en tant que technicien, quelle est l'appréciation que vous faites de cette réussite, de cette victoire? Non, mais je pense que j'en tire une grosse satisfaction et surtout un travail vraiment bien réalisé parce que c'est pas évident de gagner une Coupe d'Afrique quand même. Surtout une Coupe d'Afrique qui se joue en dehors du Sénégal et surtout dans une terre qui est déjà conquise comme le Maroc, mais surtout par rapport à tous ces qualifiés qui étaient donc à cette Coupe d'Afrique parce que pratiquement tous les grands pays étaient là-bas, que ça soit le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte, le Burkina, le Mali, les Camerounais le Cameroun. Je pense que toutes les grosses équipes étaient donc au Maroc. C'était pas évident, effectivement, de gagner cette CAN. C'est pourquoi je disais la dernière fois que quand on l'a gagné pour la première fois, c'est vrai, il y avait une ferveur parce qu'en fait, on l'a cherché depuis, on l'a gagné. Mais cette fois-ci, en fait, c'est la manière dont on a gagné. C'est la seule différence. Parce que la manière a été pas difficile, mais j'estime que, comme j'ai dit, effectivement, les péripéties de la finale, effectivement, c'est ça qui donne une saveur à cette victoire. Et je tiens à le dire et à remercier d'abord, très sincèrement, le peuple sénégalais. Mais remercier également aussi le gouvernement sénégalais, le ministère des Sports qui a bien accompagné, parce qu'on était là-bas avec certains agents du ministère, dont le DHC et également le directeur des Sports et d'autres, ainsi que les membres de la fédération également aussi, toute la fédération qui était avec nous au niveau du Maroc. En tout cas, tout le monde, tous ceux qui en tout cas étaient au Maroc, surtout la diaspora, comme on a dit. Mais aujourd'hui, je pense que les félicitations doivent aller aux joueurs et au staff. Aux joueurs et au staff. Aux joueurs d'abord parce qu'en fait, ils ont fait preuve de maturité. De maturité, de dominance, de joueurs taille patron, comme je peux le dire. C'est comme ça que je peux le dire. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais été ébranlés dans le match, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire qui était en face. Et même à 2 fois où nous avons été menés dans un match contre la RTC, comme contre le Soudan, on n'a pas senti l'équipe frémir, on n'a pas senti vraiment une désorganisation, on n'a pas senti un changement dans le jeu. Au contraire. C'était la sérénité en fait. C'était la sérénité. Et le dû à quoi? Alors ça, c'est un travail qui a été réalisé par le staff technique. Le staff de Pape Thiaw, oui. Je tiens à le dire que cette victoire a été construite par le staff. D'accord. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas la continuité d'Aliou Cissé, c'est un travail de Pape Thiaw. Non, il y a la continuité d'Aliou, parce que la continuité d'Aliou, quand même, il faut dire quand même qu'il a fait un excellent boulot jusqu'à son départ. Ouais. Et d'abord, la première bataille qu'on a gagnée, en fait, c'est surtout l'arrivée de Pape de manière très intelligente, sans bruit, sans tempête. Ouais. Et qui a su effectivement continuer le travail d'Aliou en y apportant également aussi sa propre touche. Et je pense que ça, quand même, on le reconnaît à Aliou, mais il faut le reconnaître également à Pape, qui a su apporter également aussi une nouvelle touche dans cette équipe-là. Justement, si vous parlez du travail de son staff, ce travail-là consiste en quoi exactement? Oui, c'est ce que je vais en revenir. Je voulais juste peut-être dire que Aliou avait construit une équipe, avait bâti une équipe qui avait des forces sur la densité offensive et sur la transition offensive.
Donc, on prenait peu de buts, mais on marquait, on gagnait. Et Pape, quand il est arrivé, il a eu la chance d'avoir sous la main des joueurs créatifs. Donc, Pape est resté donc, sur les acquis de Aliou, donc sur la densité offensive, sur les transitions, mais il a apporté la créativité dans le jeu avec l'apport de nouveaux joueurs qui sont arrivés, tels que les Petit Diarra, les Mille Camara, Pape Matar Sarr, n'est-ce pas, et autres, effectivement, qui ont amené un peu de la créativité, de la création dans le jeu. Alors, je disais tout de suite donc, que c'est une victoire qui a été construite par le staff. C'est parce que simplement, à 45 jours, ou en tout cas à plus de 2 mois de la compétition, et même plus, même d'ailleurs, à partir du moment où j'ai été investi d'une nouvelle mission auprès d'Ablaye Fall en tant que conseiller en charge du développement et de la stratégie du football sénégalais, alors j'ai travaillé sur un draft qui consistait effectivement, que j'ai appelé optimisation de la performance de l'équipe du Sénégal pour la CAN 2025. Alors ce draft-là, en fait, résumait 7 points sur lesquels le staff, en tout cas, devait, pour moi, explorer et travailler dessus et qui devait être effectivement le fil de conduite de la CAN. Alors ces 7 points, le premier point, c'était une analyse, une planification, n'est-ce pas, de la compétition. Pour moi, il était nécessaire de faire un audit de l'équipe en 2023-2024. Les joueurs, des joueurs, okay. Un audit des joueurs, okay. La performance de l'équipe des joueurs, et ensuite essayer de voir un peu en fait où est-ce qu'on était effectivement en termes de performance, n'est-ce pas, individuelle les niveaux des uns et des autres. Des uns et des autres. D'accord. Et également aussi réfléchir un peu sur, à partir de ce qu'on a, quel objectif on peut se fixer minimum dans cette CAN. Et justement, et ça, effectivement, en 2025, on avait dit jouer au moins des demi-finales au objectif minimum. Mais pour ça, on avait dit, avec le groupe qu'on a, il faudrait effectivement qu'on réduise, n'est-ce pas, le ratio de buts encaissés, au moins l'amener au taux de 0,8. C'est-à-dire, jouer un match n'est pas encaisser de buts. Avoir des clean sheets. Avoir plus de clean sheets que voilà. les autres, par exemple. Voilà, donc ça veut dire que il faut arriver à faire en sorte qu'on joue au match sans prendre de but. Et ensuite, également aussi, augmenter le ratio de buts marqués avec un taux également de 1,5 buts par match. C'est-à-dire qu'au moins marquer un but ou même marquer 2 buts. Par match. Par match. D'accord. Alors, parce qu'en fait, pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a dit, en fait, l'objectif, c'est de passer. Et pour passer, il faut avoir marqué un but de plus que l'autre et encaisser moins de buts que l'autre. Donc c'est normal. Et ensuite, le deuxième point, c'était sur l'optimisation technique et tactique. Alors ça également aussi, je leur ai demandé de réfléchir un peu sur la flexibilité tactique. C'est-à-dire, en fait, quel était notre système de base sur lequel on devait s'appuyer, compte tenu de tous les matchs qu'on a joués. Donc, pour moi, c'était le 4-3-3. Et ensuite, la première variante pour nous, en fait, c'était le 4-2-3-1. Pour changer de système. Voilà. D'accord. Parce que le 4-2-3-1 était le système le meilleur, effectivement, face à une équipe qui joue en bloc bas. Le 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4 défenseurs, 2 milieux de terrain, plus 4 attaquants, mais répartis de façon... Voilà, voilà, c'est ça. Et ensuite, maintenant, le 3-4-3 était également aussi une variante du 4-3-3 si nous étions en face d'une équipe athlétique, comme on l'a fait en deuxième mi-temps dans la prolongation avec le Maroc qui a apporté un peu du jeu athlétique. C'est pourquoi Ablaïsek est arrivé. Donc, sur le système, il fallait qu'il s'accorde avec ça, sur ça, n'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, le troisième point, c'est sur la préparation physique. Alors là, également aussi, c'est un point à explorer par le staff, c'est-à-dire faire en sorte, effectivement, que les joueurs arrivent à la CAN avec le pic de forme. D'accord. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment au meilleur de leur forme. Super. Et pour ça, effectivement, il fallait une préparation. Donc, avant la CAN, n'est-ce pas, dans les 10 jours que nous avions effectivement pour la préparation de la CAN, et également aussi, pendant la CAN également aussi, vraiment travailler pour, n'est-ce pas, apporter de la récupération régulière, n'est-ce pas, des efforts qui sont faits sur le terrain, n'est-ce pas, par effectivement le staff médical. Et ça, c'est à préciser, on était avec 7 kinésithérapeutes. Pour cette Coupe d'Afrique. Oui. Machallah. Ça, c'est une première. Oui. 7 kinésithérapeutes pour l'équipe nationale, ça, c'est une première. 7 kinésithérapeutes. Ouais. Parce qu'ils étaient 3,
On a rajouté 2. Et ensuite, il y a le kiné de Sadio et le kiné également aussi de Diarra qui est venu à s'ajouter. Donc on avait 7 kinés qui étaient sur place. Super. Donc qui prenaient les jours, effectivement, après match pour la récupération, avec 2 médecins également aussi qui étaient là-bas. Donc sur le plan médical, ils ont fait un travail extraordinaire. Ah, machallah. Donc on avait cette capacité de récupération des jours après effort. Et ensuite, nous avons également aussi utilisé beaucoup de matériel, n'est-ce pas, surtout pour la récupération, n'est-ce pas, au niveau donc du service médical, n'est-ce pas, pour gérer la fatigue, bien sûr. Il a été question de beaucoup de bains de glace, il paraît, oui, dans la tanière. cryothérapie, beaucoup, parce que c'est normal, parce que ça fait partie de la récupération. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle également aussi la préparation mentale, parce qu'il fallait créer également aussi un leadership et une bonne communication à l'intérieur, n'est-ce pas? Et ensuite, créer ce qu'on appelle également aussi un team building. C'est important, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'était un point sur lequel le staff devait réfléchir et voir comment le mettre en place. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle l'utilisation des données, qui est aujourd'hui une donnée importante dans le football aujourd'hui. Impératif. Alors, pour ça également aussi, quand on a exploré un peu ce qui se fait de mieux partout dans le monde aujourd'hui dans les grandes équipes, et on a identifié tout le matériel qu'il faut, ça tournait autour d'une quarantaine de millions, et la fédération l'a acheté. Automatiquement. Machallah. Vraiment ça, il faut vraiment féliciter la fédération parce qu'ils ont mis vraiment à profit tout ce matériel, n'est-ce pas, qu'on a eu. Donc, on avait la possibilité tout de suite, pendant l'entraînement, tout de suite, de lire l'investissement de joueurs sur le terrain. Super. Tout de suite, hein, là, pendant que la séance se déroulait, on peut savoir effectivement quel est l'investissement physique du joueur sur le terrain. Est-ce qu'il était en low ou est-ce qu'il était en peu. Et là, on avait tout de suite de toucher le jeu pour dire attention, vous êtes en deçà des efforts que demandez dans l'exercice ou dans le terrain. Et là, il y a quelqu'un qui est venu ici pendant une semaine avec nous, pendant la préparation ici, et qui nous a initié, effectivement le staff donc, de la communication et des analystes vidéo sur ça. On avait également la possibilité, pendant les matchs également aussi, d'avoir à temps réel toute situation de jeu, qui permettait à l'entraîneur de corriger tout de suite. Donc vraiment, en tout cas, on avait tout le matériel qu'il faut. Tout était là. Tout était là. Et le dernier point maintenant, c'est la logistique. Et pour ça veut dire que donc il fallait effectivement que tout régler. Donc le problème de bus, les problèmes de déplacement, de groupes, etc. Les maillots, tout. Donc vraiment toute la logistique qu'il faut autour du matériel. Donc ces 7 points, et c'est le draft que j'ai fait, que j'ai envoyé à Pape et avec son staff, et ils ont travaillé autour de ça. Et quand ils ont travaillé autour de ça, ils en ont fait un petit document et on a fait une vidéo de 5 minutes. Et cette vidéo-là portait beaucoup sur le projet de jeu, sur l'option tactique. Et ça, ils se sont réunis avec les joueurs quand les joueurs étaient là-bas, donc en préparation ici, et ils ont discuté et échangé sur effectivement ce qu'ils proposent comme style de jeu et comment nous devons jouer. D'accord. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui que quand vous regardez l'équipe jeu, vous avez l'impression que l'équipe... ça joue facile. Ça joue facile. Vous avez l'impression que ça joue facile. Ça joue facile. Les gens même disaient même qu'on joue en fait comme des sénateurs. Mais c'était une option qui était choisie. Parce qu'en fait, pour nous, pour aller au-delà de la CAN et aller plus loin, ce n'est pas des matchs qu'il faut venir tout de suite pour gagner tout de suite. Mais on veut le gagner, n'est-ce pas, en maîtrisant l'espace, en maîtrisant le temps, en maîtrisant le jeu et en donnant du rythme au match. Ça nous permettrait, nous, dans la récupération, de ne pas fournir beaucoup d'efforts, mais pousser l'adversaire à faire beaucoup d'efforts. Et ensuite, maintenant, créer des combinaisons dans le jeu, sur les côtés, dans les half-pace. En tout cas, on exploitait les erreurs de l'adversaire pour le marquer un but rapidement, pour marquer un but. Mais on ne forçait pas la victoire. On ne forçait pas la victoire parce qu'on savait que ça va venir. Donc, c'est pour dire donc, que tout ça, ça a été réfléchi, durement savamment réfléchi et accepté par les joueurs. Parce que c'est ça qui est important. Vous savez, quand l'entraîneur soumet un projet et que ce projet est validé et accepté par tous les joueurs, ça devient facile. Ça devient facile. Parce que le projet a été accepté par les joueurs. C'est pourquoi, quand vous avez regardé tous nos matchs, nous allons jouer de la même manière. Rien n'a changé. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avions dit une possession de sortie de balle, correcte. Possession 20% dans le premier tiers,
30% dans le deuxième tiers et 50% dans le tiers adverse. Donc garder le maximum dans le dernier tiers adverse. Je pense qu'on a fait. Alors, trois matchs joués à Tanger lors de la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations. 2 victoires plus un nul. Le match le plus difficile, pour moi, ça a été celui face au Congo. Oui, parce que le Congo, c'est une bonne équipe. Ouais. C'est une bonne équipe. Je pense que... Et puis, d'abord, c'est une bonne équipe. Mais deuxièmement, également aussi, c'est sans compter le match pour lequel on a joué chez eux. Donc, c'est-à-dire, c'était une bête blessée, n'est-ce pas? Et qui se retrouve encore face au Sénégal à la CAN. Donc, ça ne pouvait pas être facile. Malgré que, bon, comme on a dit, c'est un match pour lequel il est abouti. Parce que, bon, même si on pouvait le gagner, mais on ne pouvait pas le perdre, ça c'est clair. C'est clair. On pouvait pas. Et ce qui était important, c'est en fait, l'essentiel, c'est d'avoir le maximum de points qui nous permettait de rester à Tanger. Et à partir du moment où on a fait le deuxième match, on a fait match nul. Donc le troisième match pour nous, c'est l'objectif qu'il faut gagner avec le nombre de points minimum pour au moins garder le cas. Donc c'est le match pour nous, effectivement, qui a été un match assez difficile. Maintenant, le deuxième tour, on est sorti, on est tombé sur le Soudan. Beaucoup disaient que le Soudan, c'était une équipe facile, mais on a été cueillis à froid. Dès les 5 premières minutes, je pense, ils ont marqué un magnifique but. Et ça a changé les plans un peu. Oui, mais vous savez, c'est en fait, il faut qu'on évite dans une CAN de vouloir dire en fait que c'est une équipe facile. Il n'y a pas d'équipe facile. Je pense que toutes les équipes qui sont arrivées à la CAN, c'est des bonnes équipes. C'est de très bonnes équipes. C'est de très bonnes équipes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ça, on l'a dit, nous, à nos joueurs. On ne sous-estime aucune équipe. Donner du respect à chaque équipe parce qu'en fait, elle n'a pas été invitée. Elle est passée par des qualifications pour arriver. Donc c'est une bonne équipe. Et effectivement, comme vous l'avez dit, effectivement, ça peut arriver dans le football. Effectivement, contre le Soudan, on a été tout de suite cueillis à froid. Mais ça ne nous a pas ébranlé. Parce que nous savions effectivement que, comme je vous ai dit, c'est des matchs qu'il faut d'abord maîtriser d'abord. Et ensuite, maîtriser l'espace, maîtriser le temps. Et ensuite, jouer sur les erreurs de l'adversaire et de marquer des buts. Et je pense que la réponse a été vite faite, n'est-ce pas, après le but. Bon, on a juste passé, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est le foot. Ça peut arriver. Et je pense que les gens ont aimé la réaction de l'équipe. N'est-ce pas? On n'a pas forcé, mais au contraire, on a construit, tout doucement, n'est-ce pas, jusqu'à l'égalisation, jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième but. Voilà, tranquillement. Alors, une Coupe d'Afrique, Maya Sinmar, je rappelle que vous êtes ancien détenu national. Aujourd'hui, vous êtes le conseiller du président de l'actuelle fédération en matière de technique et d'orientation. Cette CAN a été marquée également par la performance de jeunes joueurs qui ont apporté beaucoup de bien à cette équipe nationale du Sénégal. Je vous nomme le jeune Ibrahima Mbaye. À 17 ans, il est champion d'Afrique. Iliman Ndiaye, qui a été également un élément important. Mais aussi le jeune Sabali, qui ont été souvent des joueurs sur le banc, mais à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont apporté un plus, ils ont fait exploser les défenses des équipes adverses. C'était quoi le secret pour ces joueurs-là? Non, je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est des garçons talentueux qui sont titulaires dans leurs équipes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal a le luxe d'avoir des joueurs qui sont titulaires dans l'équipe sur le banc. C'est mesurer la profondeur de banc de l'équipe. Donc ce que Pape Thiaw disait, j'ai 28 titulaires, c'est une vraie vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Ceux qui étaient sur le banc étaient capables de faire une équipe et de jouer contre l'équipe qui était en face de nous. Mais il fallait une utilisation intelligente. Vous savez, il y a 2 points sur lesquels on a beaucoup insisté avec l'équipe, avec les joueurs. C'est d'abord le respect du projet de jeu qu'on a mis en place. Personne ne doit passer outre. On doit respecter tout ce qu'on a dit. Comment attaquer, comment défendre et comment gérer les transitions. C'était une récitation pour les joueurs. Ils savaient exactement toutes ces 3 phases-là, comment il faut le faire. N'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, la deuxième, c'est l'implication de tous les joueurs. Aucun joueur ne doit décrocher du groupe. Quel que soit le classement qui sera donné régulièrement, il faut que chaque joueur se sente effectivement impliqué. Et pour ça aussi, il fallait prendre le risque de faire jouer certains joueurs. De faire tourner l'équipe. Ouais, c'est vrai. De faire tourner. Et ça, parce que si vous voulez, dans une compétition, si vous voulez durer dans une compétition, forcément, il faut prendre des risques. Est-ce que ces risques, effectivement, de pouvoir impliquer des joueurs, de changer souvent, n'est-ce pas, certains joueurs, de mettre d'autres titulaires, d'autres remplaçants, d'apporter certains, effectivement, donc à la 60e, 65e minute. Et ça nous a permis d'utiliser les 24 joueurs sur les 28 qu'on avait.
c'est les deux gardiens qui n'ont pas été utilisés. Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang. Sinon, tout le reste, ils ont participé. Et ça, c'était important. Et je pense que c'est effectivement ce qu'on recherchait. Et ces deux points-là, effectivement, ont été respectés. Alors, il a été également question de la bonne prestation des cadres de l'équipe nationale. Des cadres parmi lesquels on peut citer la colonne vertébrale de l'équipe nationale. Edouard Mendy, qui nous a sorti des arrêts magnifiques. Kalidou Koulibaly, impérial en défense. Gana Gueye, majestueux au milieu de terrain, qui est devenu comme un vin de 1986. Plus il dure dans l'équipe nationale, plus il est bon. Et devant, on a eu l'excellent Sadio Mané. Ils ont été le train, la locomotive de ce train Sénégal pour cette CAN. Tu sais, la chance de l'équipe du Sénégal, en fait, c'est d'avoir ces cadres-là. Ouais. D'abord, de la qualité et le talent qu'ils ont, les compétences techniques qu'ils ont et tactiques qu'ils ont, mais surtout, le leadership. Leur leadership. Et c'est très important. C'est la chance que le Sénégal a d'avoir ces garçons-là que vous avez cités, qui sont d'un apport extraordinaire, psychologique du groupe. Quand vous assistez à un discours d'avant-match d'un des joueurs, que ce soit Edouard, ou Sadio, ou Kalidou, ou Gana, mais vous êtes émerveillé par le discours. Machallah. À la limite, vous avez les larmes aux yeux de la manière dont il parle aux joueurs. C'est extraordinaire. Et je vous aurai l'occasion aujourd'hui d'en écouter un. Ouais, machallah. Mais c'est extraordinaire. Vous n'en avez pas en vidéo? Si, j'en ai. Mais faites-nous le plaisir, comme ça on va montrer ça aux téléspectateurs. J'en ai. Juste une petite vidéo dans les vestiaires. J'en ai un discours d'avant-match contre le Kenya. Super. Quand on a joué contre le Brésil, qu'on a perdu, qu'on a joué contre le Kenya. Ouais, super. Un discours d'avant-match. Super. Avec Edouard. Mais c'est extraordinaire. Mais il faut nous filer ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ces garçons, on ne peut pas les payer, ces gens. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on ait, dans les années à venir, des leaders de cette trempe. Vous avez dit, chacun dans son poste a montré effectivement qu'il était effectivement leader de la ligne, dans les buts, dans la défense avec Kalidou. Au milieu, Gana a été exceptionnel. Impérial. Exceptionnel. Exceptionnel. Ce garçon, tu as l'impression qu'il avait 25 ans. Ouais. Tu as l'impression qu'il avait 25 ans. C'est vrai. Sadio, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est un autre niveau. C'est une bête de travail. Ouais. Mais c'est-à-dire, il faut être avec l'équipe pour voir la quantité de travail de Sadio. Il a travaillé pour arriver à ça. Ouais, avant et pendant la CAN. Et pendant la CAN. Ouais, c'est vrai. Ce garçon, avant l'entraînement, il est en salle. Pendant l'entraînement, comment il est avec l'équipe. Après l'entraînement, il est en salle. Wow. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, c'est une bête de travail. Machallah. Et ça, c'est de la volonté. Il faut avoir de la volonté pour le faire. Aujourd'hui, il aurait pu dire, mais écoutez, je n'ai absolument rien plus à prouver. J'ai tout gagné, j'ai ballon d'or, j'ai joué dans tous les clubs, j'ai de l'argent. Ouais. Mais tranquille. Non, mais non. C'est aujourd'hui qu'il a envie d'être encore meilleur qu'il n'a jamais été. Et il a un investissement sur le travail qu'aucun jour de ma vie que je n'ai jamais vu. Machallah. De ma vie. Machallah. Ça, je peux témoigner, je peux le dire. Ah, machallah. C'est un exemple pour la Et jeunesse. d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs. Ouais, ça se voit. Quand on montre la maison de Sadio, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Un terrain de foot. Un terrain de foot, une piscine, Une salle de musculation. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit souvent aux autres jeunes joueurs, regardez ce que Sadio fait et les yeux fermés, faites ce qu'il fait. Les yeux fermés. C'est vrai. Les yeux fermés. Vous n'avez pas besoin de voir autre chose. Regardez ce qu'il fait, les yeux fermés, mais vous allez réussir comme lui. Alors, on va finir, Mayacine, avec la finale. Face au pays organisateur, depuis le départ de Tanger jusqu'à l'arrivée à Rabat, tout allait bien. C'est à l'arrivée à la gare de Rabat que les problèmes ont commencé. Comment déjà le groupe a vécu ces problèmes? L'accueil, l'hôtel, la difficulté au niveau de l'obtention du terrain d'entraînement. Comment ça a été la messe dans la tanière? Bon, vous savez, je pense que on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup épilogué. Mais il était convenu avec le comité d'organisation de la CAF, de la CAN, qu'effectivement l'équipe va se déplacer par le TGV. C'est confortable, c'est une heure de route, de voyage, et ensuite on est arrivé. Alors, et effectivement, quand on est arrivé à la gare de Tanger, le dispositif était mis en place.
Il y avait des supporters qui étaient là-bas, beaucoup. Beaucoup de supporters. Mais ils ne nous ont pas approchés parce qu'en fait, il y avait un dispositif qui était là-bas. Il y avait la police et il y avait la gendarmerie qui était là, qui nous ont escortés. On est descendu du bus, tranquillement, on est allé directement dans le wagon. Et nous estimions effectivement que ce sera la même chose également à l'arrivée. À Rabat. À Rabat. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Il y avait des policiers, mais il n'y avait aucun dispositif qui a été mis en place. Et certains ont pensé qu'on n'a pas pris de dispositions. Quand on est arrivé, l'équipe n'est sortie qu'après que les autres voyageurs sont sortis. On n'a pas sorti en même temps que les voyageurs. Ça, je tenais à le dire. À le dire, d'accord. Effectivement, on a attendu que tout le monde sorte et que nous, on sorte. Et quand on est sorti maintenant, on a pris donc l'ascenseur. Donc, on est arrivé dans un hall, effectivement, et on a remarqué en bas qu'il y avait des supporters et beaucoup de gens en bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le commissaire donc, de la sécurité et de la BIP et les gens de la BIP sont descendus en bas pour effectivement voir en fait la configuration de l'accueil par la police et la gendarmerie marocaine. Mais ils ont remarqué effectivement qu'il y avait 2 voitures de la police, mais il n'y avait pas de police, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que des supporters. Alors, on ne pouvait pas rester... Dans la gare aussi? Non, dans le hall parce que ça pleuvait. Et il faisait froid. Oui, il faisait froid. Ouais. On ne peut pas rester là à attendre vraiment que l'on... Non. Alors, les jours, on ne pouvait pas se regrouper. Donc il fallait qu'on descende. Donc c'est ça qui a fait qu'effectivement on était obligé de descendre. Parce qu'on était dans le hall, il faisait froid et ça pleuvait. Ouais, c'est pas possible de rester là-bas. C'est pas possible de rester. Non. Mais si là où on était effectivement, nous étions effectivement à l'abri de la pluie et du froid, mais on était attendu au moins peut-être 30 minutes, le temps que la police vienne et dégager les gens. Mais on ne pouvait pas. Donc on était obligé de dégager avec donc, les gens de la sécurité avec qui on avait. Donc c'est ça effectivement. Mais heureusement aussi, quand même, il faut le dire, que les supporters étaient euphoriques, c'est normal. C'est normal. Ils étaient euphoriques, mais certains également aussi ont joué à coups de bras, n'est-ce pas, à vraiment donner comment dire encore, la voix aux joueurs. Bon, c'est vrai que c'est une faute, pas de nous, mais c'est une faute du comité local d'organisation. Vraiment, qui devait prendre en charge effectivement. Autant ils l'ont fait à Tanger, mais ça devait être fait également aussi à Rabat. C'est la même, surtout que c'est en finale. En finale. Voilà. Donc, après, il y a eu l'hôtel. Bon, l'hôtel également aussi. Bon, là aussi, il est bon de savoir qu'également aussi, quand même, il y a le secrétaire général et les gens et 2 membres du ministère des Sports sont allés bien avant qu'on aille à Rabat pour s'enquérir de l'hôtel qu'on nous a donné. Et effectivement, ils sont allés visiter l'hôtel et ils se sont rendus compte que ce n'était pas un hôtel adéquat pour l'équipe nationale. D'abord, c'était au centre-ville, un petit hôtel. Et vraiment, ce n'était pas vraiment le standing de l'équipe nationale. Okay. Et tout de suite, donc, ils ont dit que l'équipe nationale ne pouvait pas descendre là-bas. Donc, et discussion après le président, des trucs comme ça, ils ont été obligés de changer, de nous mettre dans un autre hôtel de 5 étoiles qui était très loin de la ville, mais c'est quand même mieux. Et quand on est venu également aussi, on a discuté avec l'hôtel pour demander à aucun qui ne prenne aucun autre comment dire encore résident que les Sénégalais. Il n'y avait que le Sénégal là-bas. Que le Sénégal là-bas. Donc, ça aussi on a fait, donc ça a été réglé, tu vois. Donc, mais maintenant sur le terrain, quand on est venu dans cette tente de Rabat qui fait 65 000 places, c'était un enfer. Mais moi, en tant que journaliste, ce que j'ai remarqué, c'est que les joueurs du Sénégal, ils étaient restés stoïques, imperméables face au bruit des supporters marocains. Oui, mais parce qu'on est habitué quand même. Je pense que pour quelqu'un qui a joué contre la RDC avec 100 000 spectateurs, pour quelqu'un qui a joué contre l'Angleterre également aussi, pour quelqu'un qui a joué contre le Brésil, je pense que c'est des situations qu'on a joué. Et puis eux-mêmes, ils ont fait de gros matchs. Dans leur carrière, ils ont fait de gros matchs, c'est vrai. Donc ils étaient stoïques, zen par rapport au bruit, parce que l'essentiel, c'est le terrain. Tout ce bruit qui est fait, c'est en dehors du terrain. Donc effectivement, vous l'avez dit, parce que nous avons également aussi des joueurs aguerris, des joueurs expérimentés qui étaient là, comme j'ai dit, leaders qui ont accompagné ces jeunes-là. Et je pense que pour ça, on n'avait pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Mayacine, on va finir avec cette finale. Tout allait bien jusqu'au moment où l'arbitre a refusé les buts du Sénégal et a accordé un penalty au Maroc. Fou, tout est devenu gâté. Oui, mais je pense que c'est l'émotion, c'est normal, c'est une réaction normale de personne. Je pense que, vous savez, les joueurs, quand vous jouez, en fait, l'adrénaline monte. Et comme vous l'avez dit, il y a eu des faits de jeu pour lesquels, pour nous, c'est mineur.
des fautes non sifflées, etc. Bon, des cartons jaunes qui sont distribués, etc., etc. Et jusqu'au moment où, effectivement, vous arrivez à marquer un but, on ne vous donne même pas l'occasion de vérifier si le but est marqué, oui ou non, mais l'arbitre, délibérément, il siffle avant quand même, n'est-ce pas, que le but ne quitte pour éviter d'aller à la VAR, tout ça on a compris, et après, on arrive sur un penalty pour lequel, véritablement... Donc, c'est une réaction normale de personnes, des joueurs. Je pense que ça, on ne peut pas quand même rien dire aux joueurs de réagir par rapport à ça. Ça aurait été notre équipe, c'est les mêmes réactions qu'on aurait vues. Ouais. Même réaction qu'on aurait vues. Vrai. Et ce n'est pas la première fois qu'on regarde des matchs de football où des joueurs réagissent sur, effectivement, des décisions arbitrales. N'est-ce pas? Mais la réaction, elle est spontanée. Mais par contre, elle doit être gérée. Et la personne qui doit gérer ces réactions, il n'y a personne d'autre que l'arbitre. Parce qu'il est le maître du terrain. Ouais. Alors, si l'arbitre aujourd'hui, pour moi, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que le match a eu un débordement de deux bancs. Les deux bancs sont sortis et le terrain, dans le terrain. Voilà. Certains étaient en dehors, certains étaient à l'intérieur. Donc, il y a un tohu-bohu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu également aussi quand même les supporters sénégalais qui s'en prenaient également aussi avec la police et la gendarmerie donc, du Maroc. Et tout ça, effectivement, pour nous, il y a l'intégrité des joueurs qui posait problème. Et c'est ça qui a poussé d'abord Pape à pouvoir dire, écoutez, les gars, on va dans les vestiaires. On va dans les vestiaires. Il les a amenés pour les protéger. Mais oui, parce qu'il n'y a plus d'intégrité. Il y avait combien de personnes sur la mer courante? Ouais. Est-ce que les gens... Regardez les matchs, il y a combien de personnes sur la mer Il courante? y en a plein. Il y en a Beaucoup de stadiers. Beaucoup de stadiers. Donc les gens n'étaient pas à l'abri. C'était ça. Nonobstant, d'abord, on respectait le but, mais deuxièmement également aussi, les gens n'étaient pas à l'abri. C'est ça la réalité. Bon, certains joueurs sont restés, n'est-ce pas? Hein? Parce que pour nous, ce n'était pas aller pour ne pas jouer. Non, non, non. Parce qu'on connaît le règlement quand même. C'était un repli stratégique. On n'a pas le droit de quitter un match. de quitter un match. Il faut le terminer, quel que soit le résultat. Mais il fallait en un moment également aussi quand même qu'on préserve nos joueurs, n'est-ce pas? C'est ça d'abord ce qui a fait que Pape a demandé aux joueurs de rentrer. De rentrer, N'est-ce pas? ok. Parce qu'il n'a jamais été question de ne pas jouer. Non, non. Même si effectivement les gens nous battaient, marquaient le but après le penalty, on l'accepte. Mais on montrera à la face du monde ce qui s'est passé également. Ce qui s'est passé. Alors, il y a eu cet épisode, les joueurs sont revenus, le penalty a été stoppé par notre portier, parce qu'il n'a pas été arrêté, il a été stoppé par notre portier. Oui. On est allé à la prolongation. Oui. Et là, qu'est-ce qui a été l'élément déterminant, déclencheur, pour que le Sénégal puisse avoir la force de contre-attaquer et d'aller mettre ce but? Oui, mais c'est parce que simplement que, je vous ai dit, à la prolongation, on a changé de système. C'est vrai, on est passé avec Ablaïsek qui est venu derrière. On a joué en 3-4-3. Parce qu'en fait, le Maroc nous avait opposé un match athlétique. Et face à une équipe athlétique, il faut un 3-4-3. Donc on a dynamisé nos côtés sur les côtés, avec Ismaïla et Mbaye, et Ibrahim Mbaye sur le côté droit. Sur le côté droit. Et ensuite dynamiser également aussi Sadio et El Hadji Malick Diouf. N'est-ce pas? Et avoir nos trois défenseurs et nos deux milieux, effectivement, Ghana et Pape Alsar. et Pape Gueye. Ce qui fait que donc, avec nos trois attaquants, et là, on était bon. On était bon. Et ça, sur les transitions, dès que vous l'avez tout de suite, c'est parti. Et effectivement, on l'a eu. C'est une récupération de balle de Sadio très haute. Très haute. N'est-ce pas? Une petite talonnade. N'est-ce pas? Une talonnade, une deuxième passe, une troisième passe, et ensuite et but. La clairvoyance encore d'Idrissa Gana Gueye. Encore. Sans contrôler le Sans ballon. contrôle. Dans la verticalité. Dans la Pape Gueye. verticalité, dans la course Pape Gueye, et qui met. N'est-ce pas? Et là, maintenant, on était fort. Parce que d'abord, on a eu une défense à 3 avec des gaillards, Ablaye Seck, Mamadou Sarr et Niakhaté. Mamadou Sarr, on n'a pas parlé de lui. Hein. Oui, ben, c'est pour dire simplement. Hein? Et on était bon, on était bien. Et après, tout de suite, on amène Jacob pour bien défendre sur le côté encore, n'est-ce pas, pour renforcer un peu. Donc c'est pour dire que très sincèrement, ça a été un match abouti. Abouti. Parce que tout ce qu'on avait prévu, voilà, je te jure, ça, c'est ce que je dis. En un moment, voilà, ça, j'ai dit, le staff avait prévu, en un moment, dans ce match-là, qu'on vienne à une défense à 3. C'était dans les plans. Dans les plans. Ok. Oui. Qu'Ablaye Seck puisse venir, qu'on joue en défense à 3, c'est pour, si effectivement l'équipe nous opposait, parce qu'on s'était dit que le Maroc avait deux possibilités, soit essayer de jouer, mais
ou bien qu'ils essaient de mettre des grands ballons et ensuite sur des corners, sur des coups francs. D'ailleurs, là, beaucoup de buts qu'ils ont marqués, c'est sur ça. C'est sur balles arrêtées, c'est vrai. Hein, c'est des balles arrêtées. Ouais. Donc on a dit, en un moment, il faut qu'Ablaye Seck puisse l'utiliser par rapport à sa taille et son timing. Donc je pense que c'est ça qu'on a mis en place. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une victoire qui a été construite par le staff. Globalement, Mayacine, on peut dire que cette victoire du Sénégal a été planifiée, bien exécutée et bien méritée. Pour finir. Ah oui, bien méritée. Bien travaillée par le staff, bien planifiée, bien maîtrisée. Vraiment, la manière dont ils ont travaillé, moi j'ai beaucoup aimé vraiment. Machallah. Beaucoup aimé. Et également aussi, on avait des superviseurs qui étaient là-bas. On avait Souleymane Diallo, Serigne Saliou, Djibi Fall et Hassan Faye, qui étaient donc dans les autres poules et qui apportaient effectivement beaucoup de rapports sur les adversaires et que ça a contribué également aussi à mettre en place des stratégies effectivement pour avoir connaître un peu l'adversaire, les points faibles, les points forts de l'équipe et ça c'était important. Mais je reviens également aussi sur Pape. Je pense que il y a quelque chose en tout cas que Pape a comme entraîneur, c'est pendant le match. Il a une bonne lecture de match. Il a une très bonne lecture de match. Okay. Il sent le jeu et il a une bonne lecture de match. Ça vraiment, quand même, c'est quelque chose quand même que les gens doivent remarquer en lui. Son coaching est différent. Tous ces changements sont adéquats. Ouais. Je ne sais pas, c'est lié à la bonne lecture qu'on a de matchs. Mais ensuite, ses qualités humaines. Ok. C'est un garçon très ouvert, disponible d'esprit, qui aime échanger et qui écoute tout le monde. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, comme on dit ci wolof, ku la dul yëgal, ku la dul tàggu, ah, mën na la yëgal. Waaw. C'est-à-dire koo xam ne mënu la tere. Waaw. mën nga ko yëgal. xam nga jox yow mënoo ma ko teree cër dem. waaw. yow mënoo ma teree dem. Dëgg la. mais mën naa la yëgal maa ngi dem. Waaw. moo jox cër. mooy jox cër. Donc en fait, quel que soit, n'est-ce pas, tout ce que les gens peuvent lui proposer, quels que soient les échanges qu'il a avec les personnes, c'est lui qui décide après. waaw. day déglu ñëpp ab mu jël décision def li mu war a def. Parce que c'est lui le coach. Voilà. C'est mieux que de ne pas écouter les gens. Parce que boo déglu rek di nga dégg loo nga xam ne di nga for loo xam ne peut-être xalaatoo ko lu la yoon yokk. moo tax c'est très important. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui doit être disponible d'esprit, d'échange, n'est-ce pas? C'est pourquoi je disais dans les formations d'entraîneurs que je fais avec, j'ai dit, quand vous êtes dans un club, votre premier interlocuteur, c'est le président de la fédération, du club. Du club, ouais. C'est également les supporters les plus proches du club, les dirigeants les plus proches et les supporters les plus proches. Écoutez-les, discutez avec eux. Parce que quand il y a des gens qui viennent toujours à l'heure de l'entraînement, sur votre entraînement, en tant que spectateur, en tant que supporter, c'est pas mauvais souvent. À la veille d'un match, d'aller discuter, échanger avec eux. Tu sais, ça m'arrivait, moi je le faisais avec l'US Gorée. Il ne passait jamais le vendredi, quand on fait ce qu'on appelle le match de classement. Après que je monte dans la tribune. Parce qu'il y avait un groupe de supporters, ils étaient une vingtaine. Et je me mettais au milieu, je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? C'est quoi votre classement? Pour demain. Et chacun donne. Et je prenais, je descendais. Et ça, c'est important. C'est important. Soit ça confirme ce que tu as l'idée, ou bien ça te permet de réfléchir sur peut-être ça te réoriente de certains choix, etc. Super. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais Mayacine Mar, content naa si yow. Merci. Parce que c'est rare d'avoir le technicien que vous êtes pendant plus d'une demi-heure à cœur ouvert, comme vous l'avez fait avec moi. Et je vous remercie et je vous félicite aussi pour tout le travail que vous avez fait pour le football. Parce que depuis, je pense, depuis plus de 35 ans maintenant, vous êtes dans le milieu du football, en club, dans la formation, dans les coulisses, ce que les gens ne savent pas. Et vous avez été DTN, vous avez été l'un des artisans de la construction de la première victoire du Sénégal. Et là également, vous avez mis votre main dans la construction de cette deuxième étoile. Donc le Sénégal vous doit beaucoup. Moi aussi, je vous dois beaucoup et je vous remercie d'avoir accepté que je vous extirpe de votre repos pour faire parler pendant toute une demi-heure. Di gërëm également nos téléspectateurs, di gërëm également l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nga xam ni il nous accompagne pour réaliser de très belles émissions. Merci à vous. On se donne rendez-vous prochainement pour parler de sport, de football, de lamb, de basket, de tout. G5 TV, c'est votre chaîne, c'est la passion du sport sur votre télé. Merci.